Le petit appartement d'Anne Moreau, niché sous les toits de Paris, semblait retenir son souffle en même temps qu'elle. Ce soir-là, chaque objet familier, la pile de livres d'art sur la commode, l'écharpe en soie offerte par sa grand-mère, unique fantaisie dans sa garde-robe sobre, lui paraissait à la fois un réconfort et un reproche muet. La réunion annuelle de la famille Valois. Un nom qui scintillait dans certains cercles parisiens, mais qui, pour Anne, pesait souvent le poids d'une armure trop grande et mal ajustée. Sa branche, celle des Moreau par sa mère, était la parente pauvre, tolérée avec cette condescendance polie qui piquait plus sûrement qu'une insulte franche. Elle ajusta une dernière fois la simple robe bleu nuit qu'elle avait mis des semaines à choisir, espérant qu'elle se fondrait dans le décor opulent qu'elle imaginait. L'espoir, cette petite flamme vacillante, lui chuchotait que peut-être, cette année, les choses seraient différentes. Peut-être que quelqu'un verrait au-delà de son nom de jeune fille et de son compte en banque moins garni. L'hôtel particulier où se tenait la réception brillait de mille feux sur l'avenue Montaigne. Des lustres en cristal déversaient des cascades de lumière sur des parquets cirés où se reflétaient les toilettes coûteuses et les bijoux étincelants. Anne se sentit immédiatement minuscule, une note discordante dans une symphonie de richesse. Elle salua quelques visages distants, s'efforçant de sourire, cherchant un coin tranquille où observer sans être vue. C'est alors que Grégoire de Valois fit son entrée. Grand, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui criait sa valeur, il fendait la foule comme un paquebot son sillage, son arrogance le précédant. Ses yeux tombèrent sur Anne, et un sourire carnassier étira ses lèvres fines. Il s'approcha, sa voix portant suffisamment pour que les conversations alentour s'étiolent. « Anne, ma pauvre Anne. » commença-t-il, son ton faussement compatissant dégoulinant de mépris. Les regards se tournèrent vers elle. Elle sentit le rouge lui monter aux joues. « Je suis surpris de te voir ici. » Tu sais, il marqua une pause, balayant la salle d'un geste théâtral, tu es bien trop pauvre pour assister à la réunion de famille dans un lieu aussi sélect. Ta présence. Il la dévisagea de haut en bas, disons qu'elle détonne un peu avec le standing, tu ne crois pas? Un silence glacial suivit, brisé seulement par quelques gloussements gênés, rapidement étouffés. Chaque mot de Grégoire était une gifle. L'humiliation, publique et crue, la cloua sur place. Elle aurait voulu disparaître, se fondre dans le sol. Mais alors qu'elle croisait le regard triomphant de son cousin, une autre sensation, brûlante et inattendue, monta en elle, une colère froide, une révolte silencieuse. Elle soutint son regard une seconde de plus, puis, sans un mot, tourna les talons, la tête haute malgré les larmes qui menaçaient de perler. Elle traversa le grand salon, chaque pas résonnant dans son esprit comme un coup de marteau. En passant près d'un petit boudoir adjacent au hall d'entrée, dont la porte était entr'ouverte, elle ralentit instinctivement. La voix de Grégoire, de nouveau assurée et forte, lui parvint. Et pour l'année prochaine, Bertrand, disait-il à un homme en costume sombre qui prenait des notes sur une tablette, j'ai des vues sur cet hôtel particulier historique, rue de Varennes. Celui qui vient d'être mis sur le marché. Entièrement à rénover, un potentiel fou. Imagine la réception là-bas. Ce sera l'événement de la décennie. Je veux qu'on soit les premiers à le réserver. Anne s'immobilisa, cachée par l'ombre du chambranle. Rue de Varennes, un hôtel particulier historique. Les mots tournaient dans sa tête, se superposant à la douleur encore vive de l'humiliation. Une idée, folle, improbable, presque insensée, commença à poindre, comme une minuscule étincelle dans la nuit de son désarroi. Une étincelle qui, au lieu de s'éteindre, semblait vouloir embraser quelque chose. Elle serra les poings. Peut-être que Grégoire avait raison sur un point, elle n'avait pas sa place ici, ce soir, dans son monde. Mais si elle créait le sien? Les jours qui suivirent la réception furent un brouillard pour Anne. L'humiliation infligée par Grégoire laissait une cicatrice sensible, mais la conversation surprise sur l'hôtel particulier de la rue de Varennes tournait en boucle dans son esprit, éclipsant presque la douleur. Cette idée folle, née d'un instant de révolte, commençait à prendre une forme plus concrète, une sorte de défi silencieux lancé à son destin. Si la vie lui refusait une place à la table des Valois, alors elle construirait sa propre table. Poussée par cette intuition tenace, Anne se plongea dans les archives familiales, une collection hétéroclite de lettres jaunies, de photographies sépia et de documents administratifs que sa mère avait conservés avec plus de sentimentalisme que d'organisation.
Elle se souvenait vaguement de sa grand-tante Adèle, la sœur de sa grand-mère maternelle, une femme que le reste de la famille qualifiait d'« originale », voire de « fantasque ». Tante Adèle avait toujours vécu modestement, passionnée d'art et d'histoire, et les Valois la traitaient avec une condescendance amusée, la considérant comme une douce rêveuse déconnectée des réalités. Anne, enfant, avait toujours été fascinée par ses récits de Paris d'antan et son regard pétillant lorsqu'elle parlait de bâtiments oubliés. Au fond d'une vieille malle en osier, parmi des carnets de croquis et des recueils de poésie, Anne découvrit une chemise en carton portant l'inscription « Propriété rue de Varennes ». Son cœur s'emballa. À l'intérieur, des actes notariés anciens, des plans d'architectes défraîchis, surtout, un testament holographe de la grand-tante Adèle. Elle y léguait à sa nièce bien-aimée la grand-mère d'Anne ses parts minoritaires dans une société civile immobilière, SCI, détenant un bien d'exception à l'abandon, au numéro 17 bis de la rue de Varennes. L'hôtel particulier que Grégoire convoitait. Anne n'en crut pas ses yeux. La SCI était tombée dans l'oubli, les parts jamais réclamées après le décès de sa grand-mère, considérée sans doute comme un fardeau sans valeur par le reste de la famille. Une rapide recherche sur Internet confirma ses craintes et ses espoirs. L'hôtel de la Roche-Guyon, un joyau du XVIIIe siècle, était effectivement à l'abandon depuis des décennies, mais son potentiel architectural était immense. Et il était bel et bien celui que Grégoire avait en ligne de mire. Le lendemain, Anne se rendit rue de Varennes. La façade était majestueuse, bien que ternie par le temps et la négligence. Les volets étaient clos, la peinture écaillée, le petit jardin à la française envahi par les mauvaises herbes. Pourtant, derrière la crasse, on devinait des lignes pures, des sculptures délicates, une noblesse indéniable. Alors qu'elle contemplait le bâtiment, son regard fut attiré par un jeune homme assis sur un tabouret pliant, un carnet à dessin sur les genoux, capturant avec une concentration intense les détails d'une corniche. S'approchant timidement, elle engagea la conversation. Il se nommait Clément Roussel, jeune architecte récemment diplômé, passionné par la réhabilitation du patrimoine parisien. L'hôtel de la Roche-Guyon était devenu son obsession, le sujet d'un projet personnel ambitieux. Quand Anne lui parla de son lien inattendu avec le lieu et de son idée embryonnaire de le restaurer, les yeux de Clément s'illuminèrent. « C'est incroyable !» s'exclama-t-il, son enthousiasme vibrant. Personne ne semble voir le trésor qui se cache derrière cette façade. Tout le monde le considère comme une ruine irrécupérable. Mais vous voyez ce que je vois. Ce serait un projet magnifique, redonner vie à cet endroit. L'espoir d'Anne grandit, réchauffé par l'optimisme contagieux de Clément. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait moins seule. Ils passèrent plus d'1 heure à discuter, échangeant des idées, leurs visions s'harmonisant avec une facilité déconcertante. Clément connaissait déjà l'histoire du lieu, ses défis techniques, mais aussi ses atouts cachés. Alors qu'ils s'apprêtaient à se séparer, convenant de se revoir rapidement, le téléphone de Clément sonna. Anne le vit pâlir en écoutant son interlocuteur. Il raccrocha, le visage sombre. « Mauvaise nouvelle, dit-il, sa voix soudainement tendue. Un de mes contacts à la mairie vient de m'informer. L'hôtel de la Roche-Guyon est sur le point d'être saisi. Des années d'impôts fonciers impayés par la SCI. La vente aux enchères est programmée pour dans moins de 3 mois. Si personne ne se manifeste avec un plan de reprise solide et les fonds nécessaires, il sera vendu au plus offrant, probablement un promoteur qui le démolira pour construire du neuf. » Le cœur d'Anne se serra. 3 mois. C'était une éternité et une seconde à la fois. La clé inattendue qu'elle venait de trouver menaçait déjà de lui glisser entre les doigts. La nouvelle de la saisie imminente de l'hôtel de la Roche-Guyon aurait pu anéantir les espoirs d'Anne. Mais, étrangement, face à l'urgence, une détermination nouvelle, presque féroce, s'empara d'elle. Clément, à ses côtés, partageait cette même flamme combative. Il n'avait que 3 mois. 3 mois pour trouver des fonds, convaincre les autorités, et entamer un projet que d'autres jugeraient irréalisable en plusieurs années. La course contre la montre commença. Anne liquida le peu d'actions et de bijoux de famille qu'elle possédait, y compris le délicat collier de perles de sa grand-mère, un sacrifice qui lui serra le cœur mais renforça sa résolution. Clément apporta ses propres économies, modestes mais significatives pour lui. Ensemble, ils réunirent une somme de départ, dérisoire face à l'ampleur de la tâche, mais suffisante pour montrer leur engagement.
Ils préparèrent un dossier de reprise en béton, Clément y passant des nuits blanches à peaufiner les plans de rénovation, Anne se découvrant un talent insoupçonné pour les prévisions financières et la rhétorique persuasive. Les banques, cependant, restaient frileuses. Une jeune femme sans expérience notable dans l'immobilier, un architecte débutant, un bâtiment en quasi-ruine. Leurs demandes de prêt se heurtèrent à des refus polis mais fermes. La frustration montait, mais Anne refusait de baisser les bras. Elle se souvenait du mépris de Grégoire, et cette image ravivait sa combativité. Finalement, une petite banque coopérative, séduite par la passion du duo et la solidité du projet patrimonial, leur accorda un prêt initial, assorti de conditions draconiennes. C'était un début. Ils purent ainsi lever l'hypothèque de justesse et devenir officiellement propriétaires de la SCI, par extension, de l'hôtel particulier. Le secret restait leur meilleur allié. Ils engagèrent une petite équipe d'artisans recommandés par Clément, des hommes passionnés par leur métier et prêts à travailler discrètement. Les premiers mois furent un tourbillon de poussière, de décisions cruciales prises sur le vif, et d'épuisement. Anne passait ses journées sur le chantier, apprenant sur le tas, un casque sur la tête, jonglant entre les commandes de matériaux, la comptabilité et les encouragements à l'équipe. Clément, lui, était l'âme créative et technique du projet, résolvant des problèmes complexes avec une ingéniosité bluffante. Les obstacles ne manquèrent pas. Un premier entrepreneur, au sourire engageant et aux tarifs alléchants, se révéla être un escroc qui disparut avec une avance conséquente, les laissant avec des travaux bâclés. Puis, lors de la consolidation des fondations, ils découvrirent une importante faiblesse structurelle, non visible sur les plans d'origine, qui menaçait l'intégrité d'une aile entière du bâtiment. Les coûts et les délais explosaient. Le doute s'insinua, rongeur. Certains soirs, Anne, accablée, se demandait si elle n'avait pas visé trop haut, si Grégoire n'avait pas eu raison, finalement. C'est dans ces moments que Clément se montrait infaillible. Sa confiance en Anne, en leur projet, ne vacillait jamais. Il trouvait les mots pour la rassurer, les solutions techniques pour surmonter les imprévus. Leurs mains se frôlaient souvent au-dessus d'un plan, leurs regards se croisaient dans la fatigue partagée, et une tendresse complice naissait de cette adversité commune. Les longues heures de travail acharné, les sandwichs avalés à la hâte sur un coin de chantier, les petites victoires célébrées avec un simple café chaud, tout cela tissait entre eux un lien plus fort que l'acier. L'admiration mutuelle se mua en une affection profonde, un amour naissant qui n'osait pas encore dire son nom, mais qui illuminait leur journée harassante. Un après-midi pluvieux, alors qu'Anne vérifiait des livraisons sur le perron de l'hôtel, un homme élégant, d'un certain âge, s'arrêta devant la grille. Ses yeux vifs observaient le chantier avec une intensité surprenante. Anne le reconnut vaguement, Monsieur Lambert, un ancien directeur financier du groupe Valois, remercié brutalement quelques années plus tôt par le père de Grégoire, disait-on pour des désaccords stratégiques. Il s'approcha. « Mademoiselle Moreau, je présume ?» Sa voix était grave, posée. Anne acquiesça, surprise. « Je suis au courant de vos efforts ici, » continua-t-il, un demi-sourire énigmatique aux lèvres. « Et je dois dire que je suis impressionné par votre audace. Vous vous attaquez à un projet que beaucoup jugeraient perdu d'avance, et contre des intérêts puissants. » Anne sentit une pointe d'inquiétude. Allait-il la dénoncer à sa famille? Ne craignez rien de ma part, la rassura Monsieur Lambert comme s'il avait lu dans ses pensées. Au contraire. L'injustice faite à votre branche de la famille, et ce que j'ai moi-même subi de la part de certains Valois, disons que j'ai des raisons de souhaiter votre réussite. Il marqua une pause. J'ai une certaine expérience dans le montage financier de projets complexes et un carnet d'adresses qui pourrait vous être utile. Si vous acceptez l'aide d'un vieil allié inattendu? Anne le regarda, stupéfaite. Un allié. Un mentor potentiel, sorti de nulle part. Peut-être que leur rêve insensé avait une chance, après tout. Les mois qui suivirent l'intervention de Monsieur Lambert furent une période d'effervescence et de transformation. Son expérience et son carnet d'adresses se révélèrent inestimables. Il aida Anne et Clément à restructurer leurs plans financiers, à obtenir des crédits complémentaires à des taux plus avantageux, et à naviguer les méandres administratifs avec une aisance déconcertante. Sous sa houlette discrète, Anne se mua en véritable chef d'entreprise, tandis que Clément donnait libre cours à son génie créatif pour superviser la métamorphose de l'hôtel de La Roche-Guyon.
Finalement, après presque un an de labeur acharné, l'hôtel Moreau, un nom choisi par Anne en hommage à sa lignée maternelle, celle qui avait cru au potentiel du lieu, ouvrit ses portes. Ce n'était pas une inauguration en grande pompe, mais un lancement discret, ciblé vers une clientèle amatrice d'exclusivité et de charme authentique. Le résultat dépassait toutes les espérances. L'hôtel particulier avait retrouvé son âme d'antan, sublimé par une touche de modernité élégante. Chaque suite avait son caractère propre, mêlant meubles d'époque chinés avec soin, œuvres d'art contemporain et confort high-tech. Le jardin à la française, autrefois envahi par les ronces, était devenu un havre de paix verdoyant au cœur de Paris. Le bouche à oreille fonctionna à merveille. L'hôtel Moreau devint rapidement l'adresse confidentielle dont tout le monde parlait, un écrin de luxe et de raffinement où il fallait être vu. Anne et Clément, regardant leur œuvre commune, ressentaient une immense fierté, et leur amour, désormais avoué, s'épanouissait dans ce succès partagé. Pendant ce temps, Grégoire de Valois était en quête du lieu parfait pour la prochaine grande réunion de famille. Il voulait quelque chose d'exceptionnel, un endroit qui marquerait les esprits et assoirait définitivement sa position de leader au sein du clan. Les lieux habituels lui semblaient fades, déjà vus. Son assistante, toujours la même jeune femme discrète et efficace nommée Charlotte, lui signala alors l'hôtel Moreau. Un nouveau lieu, Monsieur de Valois, dont la réputation d'exclusivité et de service irréprochable commence à faire grand bruit. Extrêmement difficile d'y obtenir une réservation, mais j'ai entendu dire que le cadre est absolument unique. L'orgueil de Grégoire fut piqué. Difficile à obtenir? Parfait. Il chargea Charlotte de prendre contact. Anne, en recevant la demande de réservation au nom de « Famille de Valois » transmise par son directeur d'établissement, un professionnel aguerri recruté grâce à Monsieur Lambert, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle échangea un regard entendu avec Clément. Le destin avait un sens de l'ironie pour le moins savoureux. Monsieur Lambert, mis au courant, eut un rare sourire. La boucle est bouclée, ma chère Anne. Ou plutôt, elle commence à peine à se refermer. Sur leur conseil, Anne donna son accord. La réservation fut confirmée par son directeur, sans qu'à aucun moment son nom, Anne Moreau, n'apparaisse comme propriétaire. Elle orchestra les préparatifs de cette réception très spéciale avec un soin méticuleux, chaque détail étant pensé non seulement pour l'excellence du service, mais aussi pour l'effet dramatique à venir. Elle se sentait comme une dramaturge préparant le point culminant de sa pièce, un mélange d'excitation fébrile et de calme déterminé. Quelques jours avant la date fatidique, tante Héloïse, l'une des rares Valois à avoir toujours manifesté une discrète gentillesse envers la branche d'Anne, se rendit à l'hôtel Moreau. Elle avait été chargée par la mère de Grégoire d'une petite vérification logistique. En parcourant les salons avec le directeur, son regard fut attiré par une aquarelle délicate représentant une vue de la campagne normande, accrochée dans un petit salon privé. Elle s'immobilisa. Cette aquarelle, elle la reconnaissait. C'était l'œuvre de la grand-tante Adèle, la fantasque Adèle dont elle gardait un souvenir attendri. Elle se souvenait même l'avoir vue dans le modeste appartement d'Anne, des années auparavant. Un doute terrible l'assaillit. Moreau. Adèle. Anne. Serait-ce possible? Discrètement, elle s'enquit auprès d'un membre du personnel de la direction. La réponse, évasive mais pointant vers une direction très impliquée et passionnée par l'histoire du lieu, ne fit qu'accroître ses soupçons. Le soir même, en consultant frénétiquement Internet, elle tomba sur un obscur article d'un blog d'architecture mentionnant Anne Moreau, jeune héritière visionnaire, derrière la renaissance de l'hôtel. Héloïse fut prise d'un vertige. Anne? La petite Anne, humiliée, bafouée, était-elle sur le point de prendre une revanche aussi spectaculaire? Son premier réflexe fut d'appeler Grégoire, de le prévenir. Mais une autre pensée la retint. Elle se souvint du visage défait d'Anne lors de la dernière réunion, de l'arrogance insupportable de son neveu. Une petite flamme de curiosité, peut-être même un vague désir de justice tardive, s'alluma en elle. Et si elle laissait les choses se faire? Après une nuit d'insomnie, tante Héloïse prit sa décision. Elle ne dirait rien. Elle assisterait, simple spectatrice, au coup de théâtre qui s'annonçait. Le soir de la réunion annuelle de la famille Valois arriva enfin. Un défilé de voitures de luxe déposa les invités devant l'entrée discrète mais imposante de l'hôtel Moreau.
En pénétrant dans le hall majestueux, puis dans le grand salon où se tiendrait le cocktail, des murmures admiratifs parcoururent l'assemblée. L'élégance des lieux, le raffinement des détails, la perfection du service, tout dépassait ce à quoi ils étaient habitués. Grégoire de Valois, rayonnant, accueillait personnellement les arrivants, s'attribuant implicitement le mérite de cette découverte. Il n'avait, à aucun moment, prêté attention au nom de l'établissement, l'hôtel Moreau, trop absorbé par sa propre importance et l'effet qu'il produisait. Tante Héloïse, nerveuse mais le regard pétillant d'anticipation, observait la scène, un petit sourire aux lèvres. Lorsque tous les invités furent rassemblés, un maître d'hôtel discret invita l'assistance à prêter attention. Grégoire se posta au centre du salon, près d'une cheminée monumentale en marbre, savourant l'instant. Il s'éclaircit la gorge, prêt à entamer un discours sur la grandeur et la pérennité de la lignée Valois, et bien sûr, sur sa propre contribution à ce prestige. « Chers amis, chère famille » commença-t-il d'une voix forte et assurée. C'est à cet instant précis qu'une silhouette apparut à l'entrée du salon, se déplaçant avec une grâce tranquille. Anne Moreau. Vêtue d'une robe d'un vert émeraude qui soulignait l'éclat de ses yeux et contrastait avec ses cheveux sombres relevés en un chignon élégant, elle était méconnaissable. Disparut la jeune femme timide et effacée. Devant eux se tenait une femme sereine, maîtresse d'elle-même. Un silence perplexe s'installa. Grégoire fronça les sourcils, son discours interrompu. Il la toisa avec un mélange d'irritation et de mépris. « Anne ? Mais que fais-tu ici ? Je croyais avoir été claire. » Sa voix portait la menace d'une expulsion imminente. Anne avança de quelques pas, un léger sourire flottant sur ses lèvres. Elle monta sur la petite estrade discrète que son personnel avait installée pour les discours, se plaçant juste à côté d'un Grégoire médusé. Elle prit délicatement le micro des mains du maître d'hôtel. « Bonsoir à tous », sa voix, claire et posée, emplit le salon. « Chers membres de la famille Valois. Soyez les bienvenus. » Elle marqua une courte pause, son regard balayant l'assemblée avant de se fixer sur son cousin. « Et bienvenue chez moi. Dans mon hôtel particulier. » Un hoquet de stupeur parcourut la salle. Les visages passèrent de l'incompréhension à l'incrédulité la plus totale. Grégoire la dévisageait, la bouche entr'ouverte, incapable de formuler le moindre son. Tante Héloïse, elle, ne put réprimer un sourire triomphant. Anne continua, son calme olympien contrastant avec l'agitation palpable. « Grégoire, mon cher cousin. » Son regard se fit plus direct, presque perçant. « L'année dernière, tu m'as fait remarquer, avec une certaine franchise, que ma présence détonnait. Que j'étais trop pauvre pour un lieu aussi sélect. » Elle laissa ces mots flotter un instant. Il semblerait que les choses aient quelque peu changé. En fait, elle inclina légèrement la tête, j'ai bien peur que votre réservation pour ce soir, et par conséquent, votre place à ma table, soit annulée. Le choc fut sismique. Des exclamations outrées-fusèrent, mêlées à des chuchotements abasourdis. Certains la regardaient avec une hostilité non dissimulée, d'autres avec une admiration naissante. Clément, qui se tenait discrètement près de l'entrée avec Monsieur Lambert, observait Anne avec une immense fierté. Mais Anne n'avait pas terminé. « Annuler n'est peut-être pas le terme exact, » reprit-elle, sa voix se faisant plus grave. « Disons plutôt que les conditions de votre présence ici sont désormais soumises à ma seule discrétion. Et puisque nous parlons de valeur et de standing... » Elle sortit une petite tablette de son sac du soir. « J'ai eu l'occasion, ces derniers mois, en restaurant cet endroit qui fut autrefois lié à notre histoire familiale commune, de me pencher sur certains aspects financiers de la branche Valois que tu représentes si fièrement, cousin. » Elle projeta sur un écran mural discrètement intégré une série de graphiques et de chiffres. « Il apparaît que tes investissements audacieux, dont tu te vantes tant, se sont révélés être des erreurs financières majeures. Des placements hasardeux, des dettes dissimulées. La fortune de ta branche de la famille, Grégoire, est bien plus précaire que tu ne le laisses paraître. En réalité, elle est au bord du précipice. » Un nouveau silence, plus lourd encore, s'abattit sur l'assemblée. Grégoire était livide, son assurance s'était évaporée, laissant place à une panique muette. Ironiquement, conclut Anne, éteignant l'écran, cet hôtel particulier,
que j'ai rebâti pierre par pierre avec mes propres fonds et l'aide de personnes qui ont cru en moi, est peut-être aujourd'hui l'un des rares actifs véritablement solides portant indirectement le nom de Valois. Sauf qu'il m'appartient. Entièrement. Alors, la question n'est plus de savoir si j'ai ma place parmi vous, mais plutôt qui, ce soir, mérite réellement une place dans ma maison. La bombe lancée par Anne explosa en une myriade de réactions. Un brouhaha chaotique s'empara du grand salon de l'hôtel Moreau. Des exclamations indignées fusaient de la part des alliés de Grégoire, tandis que d'autres, plus opportunistes ou simplement médusés, observaient la scène avec un mélange de crainte et d'une curiosité presque malsaine. Grégoire, lui, était l'image même de la défaite. Livide, les mains tremblantes, il tentait de balbutier une défense, mais les mots se perdaient dans le tumulte, sa superbe d'antan complètement anéantie sous le poids des révélations. Anne, droite et calme au milieu de la tempête, observait. Elle n'éprouvait aucune joie mauvaise, seulement le constat amer d'une vérité enfin exposée. Clément se rapprocha discrètement d'elle, sa main trouvant la sienne dans un geste de soutien silencieux mais puissant. Monsieur Lambert, en retrait, hochait imperceptiblement la tête, un fin sourire de connaisseur aux lèvres. Quelques membres de la famille, ceux qui avaient toujours secrètement méprisé l'arrogance de Grégoire ou qui sentaient le vent tourner, commencèrent à s'approcher d'Anne avec des sourires forcés et des félicitations mielleuses. « Ma chère Anne, quelle femme d'affaires ! Toujours su que tu avais un talent caché », lança une cousine éloignée qu'il avait superbement ignorée pendant des années. Anne les accueillit avec une politesse glaciale. « Je vous remercie, » répondit-elle simplement, son ton ne laissant aucune place à la familiarité. Elle ne cherchait pas des ralliements de dernière minute, mais une reconnaissance sincère de sa valeur, chose que peu étaient prêts à offrir sans calcul. C'est alors que tante Héloïse s'avança, les yeux embués. Elle prit les mains d'Anne entre les siennes. « Anne, ma petite », sa voix était chargée d'émotion. « Ce que tu as accompli, extraordinaire. Ta grand-tante Adèle aurait été si fière. Pardonne-moi de n'avoir jamais eu le courage de dire tout haut ce que je pensais de la manière dont ta branche de la famille a été traitée. Ton courage ce soir, il nous donne une leçon à tous. » Une chaleur sincère envahit Anne. « Merci, tante Héloïse, » murmura-t-elle. « Vos mots me touchent. » Soudain, les portes du salon s'ouvrirent à la volée, et un homme d'une cinquantaine d'années, le visage défait, les vêtements en désordre, fit irruption, bousculant le personnel de sécurité qui tentait de le retenir. « Grégoire de Valois. Où est-il? Ce bandit. Il m'a ruiné, hurla-t-il, la voix brisée par le désespoir. L'homme, visiblement à bout, se nommait Monsieur Mercier. C'était un entrepreneur que Grégoire avait entraîné dans l'un de ses projets immobiliers désastreux, le laissant criblé de dettes après avoir retiré ses propres billes au dernier moment. La nouvelle de la réception fastueuse des Valois, alors qu'il était lui-même acculé à la faillite, avait été la goutte d'eau. Il menaçait de tout déballer à la presse, de créer un scandale retentissant. Grégoire, déjà au plus bas, sembla encore rétrécir sur lui-même. Un nouveau front de chaos s'ouvrait. Mais avant que quiconque ne puisse réagir, Anne s'interposa, sa voix toujours calme mais ferme coupant court à l'agitation. « Monsieur Mercier, » dit-elle, s'adressant à l'intrus avec une autorité naturelle. « Je comprends votre détresse et votre colère. Ce qui se passe ici ce soir est une affaire de famille complexe, mais votre situation personnelle mérite d'être entendue avec respect. » Elle se tourna vers son personnel. « Veuillez installer Monsieur Mercier dans un salon privé, offrez-lui un rafraîchissement. Personne ne doit le importuner. » Puis, se retournant vers l'assemblée médusée, et particulièrement vers un Grégoire qui la regardait sans comprendre, « La réputation de mon établissement est primordiale. Je ne tolérerai aucun scandale public ici. Quant à vous, Monsieur Mercier, » elle fixa de nouveau l'entrepreneur éperdu, « je ne peux réparer les torts que mon cousin vous a causés. Cependant, une fois que vous aurez retrouvé votre calme, je suis disposé à vous écouter. Je dirigerai moi-même une entreprise qui valorise l'intégrité. Peut-être que nous pourrons trouver une solution constructive. Pas pour sauver Grégoire, précisa-t-elle avec une clarté de fer, mais parce que personne ne devrait être la victime impuissante de l'incompétence et de l'égoïsme d'autrui. Maintenant, si vous le voulez bien, la fête est terminée pour certains. Quant aux autres, je vous prie de considérer cette soirée comme une transition.
Son regard signifiait clairement que leur Valois tel qu'il la connaissait avait pris fin ce soir-là, dans les murs de l'hôtel qu'elle avait bâti. Elle ne cherchait pas à se venger, mais à affirmer une nouvelle donne, basée sur le mérite et la droiture, contrastant de manière éclatante avec les méthodes de son cousin. Un an s'était écoulé depuis la soirée qui avait fait basculer tant de destins. L'hôtel Moreau n'était plus seulement une adresse en vogue, c'était une institution, un symbole de renaissance et d'excellence discrète, salué par la critique internationale. Anne Moreau, quant à elle, était devenue une figure respectée dans le monde exigeant de l'hôtellerie de luxe parisienne. Son nom était synonyme d'intégrité, de vision et d'une résilience qui forçait l'admiration. Les interviews, les sollicitations pour des conférences sur l'entrepreneuriat au féminin ou la sauvegarde du patrimoine se multipliaient, mais Anne gardait la tête froide, savourant son succès sans jamais oublier d'où elle venait. Sa relation avec Clément s'était épanouie, se nourrissant de leur complicité indéfectible et d'un amour profond, forgé dans l'épreuve et la création. Ils formaient un couple solide, un véritable duo où les ambitions professionnelles de l'un soutenaient celles de l'autre. Ils parlaient souvent de nouveaux projets, d'autres bâtiments oubliés à sauver, peut-être même d'une fondation pour aider les jeunes talents à éclore, comme eux avaient eu la chance de le faire grâce à des rencontres providentielles. Leurs mains se cherchaient instinctivement, leurs regards se comprenaient sans un mot, ils construisaient leur avenir ensemble, pierre par pierre, comme ils avaient rebâti l'hôtel. Ces liens familiaux s'étaient redéfinis. Tante Héloïse était devenue une confidente précieuse, une présence chaleureuse et bienveillante. Quelques cousins et cousines, ceux qui avaient montré une sincérité et une capacité à remettre en question l'ancien ordre, étaient revenus vers elle avec humilité, et Anne leur avait ouvert sa porte, sans rancune mais sans naïveté. Quant à la branche de Grégoire, les rumeurs disaient qu'elle avait considérablement réduit son train de vie, les révélations sur les déboires financiers ayant eu des conséquences durables. L'arrogance avait cédé la place à une discrétion forcée. Ce soir-là, le jardin de l'hôtel Moreau brillait de guirlandes lumineuses, et une musique douce flottait dans l'air. Ce n'était pas une réception mondaine, ni une réunion de famille formelle. C'était une célébration intime, un rassemblement de cœur. Autour d'une grande table dressée avec une élégance simple, se trouvait Clément, rayonnant à ses côtés, Monsieur Lambert, l'allié de la première heure, toujours aussi vif et perspicace, tante Héloïse, son sourire plein de tendresse. Il y avait aussi Charlotte, l'ancienne assistante de Grégoire, désormais une collaboratrice précieuse d'Anne, épanouie dans un environnement de travail respectueux. Et Monsieur Mercier, l'entrepreneur autrefois ruiné. Grâce à l'écoute et à l'aide concrète d'Anne qui lui avait proposé un partenariat équitable pour certains travaux d'artisanat dans ses futurs projets, il avait pu redresser son entreprise et retrouver sa dignité. Son regard plein de gratitude envers Anne en disait long. Les rires fusaient, les conversations étaient animées, empreintes d'une joie authentique. Anne contemplait ces visages amis, ces personnes qui l'avaient soutenue, qui avaient cru en elle. L'hôtel Moreau n'était plus un bastion de revanche, ni même seulement un succès commercial. C'était un foyer, un lieu de partage, la preuve vivante qu'il était possible de réécrire son histoire, de transformer l'humiliation en force, l'injustice en accomplissement. Elle se sentait profondément en paix, chaque fibre de son être vibrant d'une gratitude sereine. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle se tenait un instant à l'écart, regardant les étoiles au-dessus de son jardin parisien, Clément la rejoignit et lui tendit une enveloppe. « Ceci est arrivé pour toi aujourd'hui, dit-il doucement. » L'écriture était hésitante, presque enfantine, mais reconnaissable. C'était celle de Grégoire. Anne ouvrit la lettre, le cœur curieusement calme. Ce n'étaient pas des excuses, pas encore. Le chemin de la véritable repentance était sans doute encore long pour son cousin. C'était une simple note, presque technique. Grégoire demandait, avec une politesse maladroite, des informations sur la technique spécifique qu'elle avait employée pour restaurer les boiseries anciennes du grand salon, un détail qu'il avait apparemment remarqué malgré tout lors de cette fameuse soirée. Une infime étincelle de curiosité, peut-être le premier signe d'un intérêt pour quelque chose d'autre que sa propre image. Anne sourit, un sourire mélancolique et indulgent. Elle plia la lettre. Certaines batailles étaient gagnées, certaines blessures cicatrisées. D'autres chemins de guérison prenaient plus de temps, et ils n'étaient plus les siens à guider. Elle avait tracé sa propre voie, lumineuse et pleine de promesses. Clément passa un bras autour de ses épaules. « À quoi tu penses ?
Elle leva les yeux vers lui, son regard brillant d'amour et d'une douce confiance. À demain, répondit-elle simplement. Et à tous les demain qui nous attendent. Car l'aube nouvelle ne faisait que commencer. Alors, si on devait tirer la leçon, le petit truc bien de chez nous, bien français, à retenir de toute l'épopée d'Anne, ce serait quoi au juste? D'abord, c'est de ne jamais, au grand jamais, se laisser marcher sur les pieds. Vous savez, ces gens qui vous toisent, qui vous jugent, pas à la hauteur, pas assez chic pour la réunion de famille. Souvent, leur jugement en dit plus long sur leur propre complexe que sur votre véritable valeur. En France, on aime ceux qui ont du répondant et qui ne se laissent pas faire, non? Anne, elle a eu ce qu'on appelle un sacré cran. L'humiliation? Au lieu de la ruminer dans son coin, elle l'a transformée en son moteur le plus puissant, son carburant de Formule 1. Avec une certaine finesse parce que la manière, c'est important aussi, elle a pris les critiques et s'en est servie comme ciment pour bâtir son empire, son hôtel Moreau, magnifique. Un endroit où c'est elle, et personne d'autre, qui gère la liste des invités, et surtout qui s'occupe des annulations de réservations, pour certains cousins un peu trop imbus d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Elle a prouvé que la seule réservation qui comptait vraiment, c'était celle qu'elle avait faite avec sa propre audace et son travail acharné. Le secret, un peu à la française? C'est de transformer les coups durs en opportunités de briller. Tu n'es pas fait pour ça, chaque porte qui claque au nez, c'est une invitation à prouver le contraire, et si possible, avec panache. C'est un peu notre fameux système des nationales appliqué à la réalisation de ses rêves. On se débrouille, on innove avec les moyens du bord, et on finit par épater la galerie, l'air de rien. Alors, la prochaine fois qu'un obstacle se dresse sur votre chemin, ou qu'un individu un peu trop condescendant essaie de vous rabaisser, inspirez-vous d'Anne. Demandez-vous, bon, comment je vais retourner cette situation à mon avantage et construire ma propre réussite, pierre par pierre, avec ma propre touche? Car votre chef-d'œuvre à vous, votre version bien française du succès, qu'il s'agisse d'un hôtel particulier ou de la meilleure tarte tatin du quartier, il est là, à portée de main. Il suffit d'avoir le cran de retrousser ses manches et de ne rien lâcher. Et la vue, depuis le sommet de ce que vous aurez bâti vous-même, elle aura une saveur inimitable. Un petit cocorico intérieur, discret mais tellement satisfaisant.